Chers amis du Salon du Livre de Toronto, rebonjour. Nous voilà de nouveau ensemble après la rencontre que Paul a eue avec Michel Terrien tout à l'heure. Et cette fois-ci, ça va être pour une table ronde que nous, on a intitulée Écrire en temps de peste pour les jeunes auteurs. Parce que écrire un livre, c'est une chose, la publier, c'en est une autre. Et d'habitude, les jeunes auteurs euh, bâtissent leur réseau lors des événements comme le Salon du Livre, comme d'autres événements. Et comme toutes les portes sont ouvertes, on s'est posé la question comment ils font pour montrer leur création et pour trouver les réseaux pour la publication, parce qu'on suppose qu'il faut bien, on a bien besoin d'un réseau pour la publication d'un livre. On a invité autour de cette table ronde des jeunes auteurs d'abord. Euh, Suzanne Kamenang, elle est directrice générale des éditions Terre d'accueil et auteur. Je prends en l'ordre sur mon écran Andrei Iliuta. Il est médecin, doctorant à l'Université de Toronto et auteur. Et puis Binta Wage, elle est auteur débutant. À côté d'eux, Yves Turbide, il est le directeur général de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Et Paul Savoie, qui va animer cette table ronde, qui n'a plus besoin, je crois, de présentation. Il est poète, romancier, il a publié énormément, plus de 40 livres. Mais ce qui est moins connu de Paul Savoie, c'est que lui, il accompagne souvent des jeunes auteurs sur le chemin de la création et il les aide avec des conseils pour publier en Ontario. C'est bien ça, Paul, oui? Oui, oui. Il est très généreux il y a des auteurs qui se sont fait connaître grâce à Paul. Donc, sans tarder, je vais laisser la parole à Paul qui va animer la table ronde. Oui, alors je vais vous laisser. Alors, il y aura une autre personne qui va s'ajouter au groupe tantôt parce qu'il devait y avoir une jeune auteure de la région de Rimouski qui depuis un an, fait tout le cheminement d'écrire son manuscrit, chercher un auteur publié. Finalement, il y a eu un contretemps, elle ne pouvait pas se présenter. Alors, j'ai passé il y a à peu près une heure de ça à quelqu'un qui pourrait être ici parce qu'il a fait le même cheminement. Et alors, j'ai appelé cette personne, puis elle a accepté de se joindre à nous, mais dans une quinzaine de minutes. Alors, tantôt, il va y avoir une nouvelle personne, je vais vous la présenter à ce moment-là. Et je tenais beaucoup à ce que Yves Turbide soit avec nous parce que je ne sais pas si vous connaissez cette association, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. C'est une association absolument extraordinaire. Moi, j'en fais partie depuis ses débuts. J'ai suivi tous les changements. Yves fait un travail extraordinaire. À un moment donné, je faisais partie de plusieurs associations littéraires. Puis en fin de compte, j'ai décidé que j'ai seulement besoin de cette association-là parce que ça répond à tous mes besoins. Si jamais on a des questions, si jamais on a des besoins, on a qu'à glisser un mot, appeler Yves, il est toujours très, très disponible. Et puis Aude Ramani, qui est son associé aussi, très gentil. Alors, je vais lui laisser parler plus tard parce qu'il va présenter certains programmes qui sont disponibles à travers son association. Il va peut-être dire d'autres choses qui vont pouvoir vous intéresser. Alors, je vais faire un tour de table et puis là, dans un premier temps, je vais simplement vous demander à chacune, simplement de parler où vous en êtes, parler d'où vous en êtes au niveau de votre désir de publier ou votre expérience de publication, même de fonder une maison d'édition. Je vais commencer avec Suzanne. Pourrais-tu nous parler un peu de tout ce que tu as fait jusqu'à date? OK, ben, bonsoir encore tout le monde. Mon nom est Suzanne Kemenan. Je suis la fondatrice des éditions Terre d'accueil. C'est une maison d'édition francophone qui existe depuis un peu plus de 2 ans. Et nous sommes situés à Oshawa, dans la région de Durham. Alors, nous avons publié notre premier ouvrage. Alors, c'est moi qui l'ai écrit, du coup.
Et c'est le livre que voici. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça s'appelle « Les visages de la francophonie de la région de Durham ». Ah, super. Alors, il est sorti au mois de décembre 2020. Et évidemment, je l'ai écrit en pleine pandémie, donc vraiment en temps de crise. Et bizarrement, c'était une période propice à l'écriture parce qu'évidemment, c'est un peu plus calme et donc on a la possibilité d'avancer rapidement. Alors, maintenant que le livre est sorti, le gros défi maintenant, c'est vraiment de réseauter, de le vendre, de le distribuer, d'en parler. Et c'est pas évident du tout. Ça, je peux vous l'avouer déjà d'entrée de jeu. Alors, il faut vraiment avoir un réseau solide et je dirais qu'il faut aussi avoir des gens en tête sa clientèle. Donc, déjà en écrivant, je savais exactement à qui est-ce que le livre s'adressait. Donc, maintenant, c'est de rencontrer ce monde-là et puis de leur présenter l'ouvrage, même si c'est à distance, même si on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas se voir physiquement. Donc, c'est ça. Alors, je trouve que c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui est à la fois auteur et éditrice parce que un des grands défis, évidemment, pour une maison d'édition, déjà quand tout va bien en Ontario français, c'est de travailler à l'intérieur des réseaux de distribution de vente. Et cette année, avec le Salon du Livre, tout ce genre d'activités qui sont bloquées, c'est encore plus difficile. Alors, on va parler encore de tout ça, le grand défi que ça pose pour les maisons d'édition. Comment est-ce qu'ils vendent leurs livres? Comment est-ce qu'ils en font la publicité, tout ça, là. Alors, c'est déjà difficile en temps normal, mais encore un plus grand défi maintenant. Oui. André, pourrais-tu parler un peu de toi, de ta situation? Oui, alors, rebonjour tout le monde, je m'appelle André Iliuta ou André Iliut si vous préférez la prononciation d'origine. Donc, je suis médecin néphrologue de formation et je suis en train de faire des études de recherche clinique et fondamentale en ce moment à l'Université de Toronto. Donc, je suis plutôt nouveau dans le domaine de l'édition de la publication. J'ai publié un ouvrage en 2018. C'était un recueil de poèmes, mais je l'ai publié à compte d'auteur, ce qui est un peu particulier quand même. Hein. Parce que même si la diffusion était excellente, la promotion, ça dépendait vraiment plus de moi. Et je n'ai pas beaucoup de connaissances dans le domaine de l'édition, de la littérature, même en général. Donc, au final, je me suis rendu compte que j'avais besoin vraiment d'intégrer un cercle ou plusieurs cercles littéraires, parce qu'autrement, c'est très difficile de faire parler de soi. Et en ce moment, je travaille plus à temps partiel, je dirais, dans le domaine de l'écriture. J'ai achevé le manuscrit d'un court roman, puis j'essaie de le réviser dans l'espoir de le publier. Je suis bien conscient du fait qu'à l'heure actuelle, les romans courts, encore les nouvelles, les recueils de nouvelles, ce n'est pas forcément à la mode. Donc ça peut être aussi un écueil de plus. Donc, en gros, mon objectif, c'est vraiment de rencontrer plus de gens qui œuvrent dans l'écriture francophone, parce que de mon côté, ce n'est pas forcément évident en sciences ou en médecine de rencontrer des gens qui s'intéressent à ça. Alors, tu abordes un sujet qui est très intéressant, André, c'est le fait de se publier à compte d'auteur. Oui. Il y a beaucoup de gens maintenant aussi qui publient en ligne. Oui. C'est une nouvelle alors, on pourrait y revenir tantôt parce que c'est très moderne. C'est quoi l'avenir de ça? Quels sont les écueils, par exemple? C'est très compliqué. Ça paraît simple. Ouais. Mais je pense que c'est assez compliqué. Et qu'est-ce que ça représente pour les maisons d'édition aussi? Si tout le monde commence à s'auto-publier, que deviendront les maisons d'édition? Exact. Binta, est-ce que tu pourrais dire quelques mots? Oui, bonjour. Rebonjour. Donc, moi, c'est Binta Ouagé. Et j'ai écrit une première histoire pour enfants, donc un récit pour enfants. Et mon but un peu autour de l'écriture, c'est plus de diversifier la littérature pour enfants. Donc, mon premier récit a été écrit, corrigé, donc finalisé et maintenant entre les mains de l'illustrateur pour être illustré avant d'être finalisé et monté et ensuite imprimé pour la publication. J'écris maintenant depuis très longtemps parce que j'ai travaillé étant plus jeune
avec des enfants. Et déjà à l'époque, il y avait très peu de représentation dans les livres. Les premiers groupes d'enfants avec lesquels j'ai travaillé avaient entre 2 ans et demi et 3 ans. Donc, quand c'était l'heure des temps calmes ou l'heure des siestes pour leur raconter leurs histoires, c'était souvent des histoires d'animaux ou de petits garçons, mais qui ne représentaient pas nécessairement la population que j'avais en face de moi. Et donc, ça fait très longtemps que j'avais décidé de me lancer. J'écrivais un peu de temps en temps, ici et là. Donc, j'avais des ébauches, des textes par-ci, des textes par-là. Et en effet, pendant la pandémie, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis décidée de sauter le pas, de finaliser l'un de mes textes et de le faire corriger et d'aller de l'avant pour pouvoir le publier. En ce qui concerne la publication, je serais plus un peu comme Suzanne, dans le sens où ce serait plus à travers soit ma propre maison d'édition ou en tout cas m'auto-publier dans un premier temps. Bien sûr, une fois que les planches seront prêtes avec l'illustrateur, je pense quand même toquer à quelques portes, peut-être de maisons d'édition, mais c'est vrai que ce n'était pas la première idée que j'avais en tête. Je travaille avec d'autres personnes qui, eux, m'encouragent de le présenter en maison d'édition en me disant que ça ne coûte rien. Mais je ne vous le cache pas qu'en effet, j'avais plus opté comme Suzanne à l'auto-édition. Et je sais que ça demande beaucoup de travail sur le réseautage. Et c'est vrai qu'avec avec la pandémie, ça a un peu remis les choses en perspective. On peut demander tantôt à Yves si l'AOF s'est penché, si l'AOF c'est l'Association des auteurs-auteurs, mais on dit toujours l'AOF, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est pensé sur cette question de l'auto-édition plutôt qu'aller chez un éditeur déjà qui est établi. Est-ce que tu peux en parler maintenant, mais j'aimerais aussi que tu nous parles en général de ce que fait l'association pour les auteurs en début de carrière, par exemple. C'est quoi la vision de l'AOF? Qu'est-ce qu'elle fait pour essayer de rendre ça plus facile? En fait, comme tu le disais d'entrée de jeu quand tu m'as présenté, bonsoir tout le monde ou rebonsoir. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Oui, effectivement, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français a différents programmes, notamment un programme de compagnonnage et un programme de lecture critique. Alors, le programme de compagnonnage s'adresse principalement aux gens qui sont en train de développer un manuscrit ou qui sont à le terminer, en fait, pour travailler avec un auteur expérimenté dans le même genre littéraire. Nous, on offre un cachet là, aux auteurs guides, si on veut, là, un certain montant pour un travail qui s'échelonne à peu près sur une vingtaine d'heures de conseils et de travail direct avec l'auteur. Sinon, on a le programme de lecture critique qui est un peu similaire, sauf que c'est plus pour les auteurs dont le manuscrit est terminé, qui sont en fin de course, qui voudraient le faire relire par un auteur du même genre littéraire avant de le déposer en maison d'édition. Alors, et on a également, bon an, mal an, on offre des formations aux auteurs. Là, évidemment, en période de pandémie, c'est un peu plus difficile, là, mais ordinairement, on offre, comme l'an passé, on a offert, avant la pandémie, on a offert un atelier sur l'écriture poétique. Et ce sont des ateliers souvent qui touchent différents sujets du milieu littéraire, pas forcément sur le plan de l'écriture ou de la création, mais souvent pour démystifier certaines choses dans le milieu littéraire. On publie également un magazine ou une revue 3 fois par année qui s'appelle Participe présent et qui traite des sujets, je dirais que on a pris un petit virage là, pour concentrer vraiment notre magazine justement sur des sujets qui touchent la littérature, qui sont souvent abordés sous 4 angles différents. Et il y en a un également là, qui touche la publication qu'on a publié tout dernièrement. Je vous invite à aller dans notre site Internet. Vous allez voir dans les onglets du haut, le Participe présent.
Et puis, vous pouvez consulter tous les numéros. Et il y en a un qui s'adresse spécifiquement, qui traite spécifiquement de la publication, les différents modes de publication, les avantages, les désavantages. Souvent, de jeunes auteurs ou des gens qui n'ont jamais été en contact avec le milieu littéraire vont nous appeler pour nous dire, bon, ben voici, j'ai une idée pour écrire, où est-ce que je peux la faire publier? Alors, bon, d'abord, il faut avoir un manuscrit, comme vous le savez tous. Et ensuite, il y a différentes avenues. Il y a la publication chez un éditeur reconnu, il y a la publication à compte d'auteur et de l'autopublication. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, que ce soit, si on parle d'une publication dans une maison d'édition reconnue, à compte d'auteur ou en autopublication, le pourcentage de retour sur les ventes est différent. Sauf que le retour de service que nous offre la maison d'édition reconnue est également différent et beaucoup plus valable, à mon avis, parce que souvent, la maison d'édition va travailler avec la même équipe de correcteurs, la même équipe de graphistes, la même équipe de gens qui vont faire la mise en page. Il y a une signature, il y a une facture pour les livres qui sont publiés par la maison d'édition, sans compter toute la publication, toute la promotion du livre. Souvent, la maison d'édition va réserver des kiosques dans les salons du livre, va pouvoir inviter ses auteurs, va pouvoir gérer des stocks de livres, alors que si on publie à compte d'auteur ou si on publie en autopublication, eh bien souvent, toutes ces tâches-là nous reviennent à l'auteur et peuvent devenir très contraignantes. Les maisons d'édition également embauchent des agences de diffusion, c'est-à-dire que ces personnes-là vont dans les librairies pour faire du placement de livres auprès des libraires, pour vendre le livre, pour lui octroyer une place sur les étagères dans la librairie. Alors, et tout ça, c'est fait par la maison d'édition. Alors, c'est sûr que le pourcentage de retour sur les ventes est moindre avec une maison d'édition, mais il y a quand même toute cette panoplie de services-là qui est offerte et dont l'auteur n'a pas forcément besoin de s'occuper. Alors, c'était vraiment pensez-y bien. Par contre, ça dépend du genre de publication aussi. Si quelqu'un veut publier un livre sur l'histoire de sa famille et qui veut le distribuer, faire une distribution assez restreinte auprès de ses amis, auprès de sa famille, bon, ben, et que cette personne-là n'a pas nécessairement des intentions de devenir un écrivain et de développer une carrière ou une carrière parallèle à un autre emploi, mais de gravir les échelons dans le monde de la littérature, ben là, ça vaut peut-être la peine de publier à compte d'auteur ou de faire une autopublication parce que c'est pour un produit, un ouvrage très spécifique. Et puis, quand il n'y en a plus, ben, on en fait imprimer un petit nombre et puis on les vend ou on les donne. Alors, ça dépend vraiment des visées de l'auteur. Mais qu'il y a un auteur qui veut vraiment développer sa carrière dans le milieu de la littérature, ben, il y a toutes ces avenues. Alors voilà, l'association peut offrir des conseils en tout temps sur tout ce processus-là, ces différents procédés de publication et d'édition pour aider les auteurs qui veulent faire le choix le plus judicieux. On a également des prix, on offre un prix littéraire, on a 2 prix littéraires en fait. On a un prix littéraire de genre littéraire, là, tous les genres littéraires sauf la littérature jeunesse. Alors ça, c'est pour les auteurs émergents. Alors les auteurs qui n'en sont pas à plus que 2 publications, qui sont à leur première ou la deuxième publication à vie. Et on a le prix de littérature jeunesse qui, lui, n'a pas forcément le critère d'émergence pour l'auteur, mais qui récompense les ouvrages de littérature jeunesse. Et ça s'adresse aux auteurs qui sont en Ontario depuis 3 ans. Si l'auteur publie en Ontario, il est accepté d'office s'il demeure et qu'il est publié en Ontario, mais s'il publie à l'extérieur de l'Ontario, à ce moment-là, il faut qu'il demeure en Ontario depuis au moins 3 ans.
Alors voilà, puis, alors tout ça contribue évidemment à... Et l'association également fait la location de kiosques dans les salons du livre et offre la possibilité. En fait, la principale raison pour laquelle on loue le kiosque, c'est pour donner une vitrine supplémentaire aux auteurs qui peuvent venir dans notre kiosque et rencontrer le public, faire des dédicaces et vendre leurs livres également. Alors, on a différents projets. On a un projet une plateforme numérique interactive qu'on est en train de développer pour faire la promotion des auteurs et de leurs ouvrages et créer un engouement, principalement créer un engouement pour la littérature franco-ontarienne. Alors, on développe des projets et notre but à nous, c'est vraiment de faire connaître, de faire rayonner et les auteurs et leurs ouvrages en Ontario, au Canada, voire à l'étranger. Merci beaucoup. Oui, je tenais vraiment à vous faire entendre le public et vos participants de voir un peu ce que cette association peut signifier et offrir. Moi, j'ai participé à plusieurs reprises. Je ne me souviens pas combien de fois au fil des ans dans le programme de compagnonnage. Et j'adore ça, travailler avec des gens, des auteurs qui sont en début de carrière. Ils ne sont pas nécessairement jeunes, ils peuvent être à n'importe quel âge. J'ai travaillé pendant quelques années avec une dame qui a commencé à écrire à 75 ans. Et à travers notre travail ensemble, elle a réussi à publier 3 livres. Wow. Donc, puis je me souviens, la première fois qu'elle m'a soumis son manuscrit, j'ai dit non. Il y a tellement de choses qui ne fonctionnaient pas. Je pensais que ça allait la décourager. J'ai donné comme 2-3 pages de commentaires. J'ai dit, je vais vraiment la décourager, cette pauvre dame. Puis, mais elle a tenu bon. Elle a fait suivre toutes les instructions. Puis, je ne disais pas comment écrire. J'étais surtout au niveau de structure, comment agencer les choses. Et elle a fini par faire. Elle était tellement heureuse. Alors, je vous présente une nouvelle dame. Une nouvelle participante s'appelle Stéphanie Corriveau. Elle nous connaît bien. Elle a déjà travaillé pour le Salon du livre de Toronto. Mais pendant qu'elle était ici, elle a publié son premier livre. Et je parlais tantôt, j'ai dit, est-ce que j'ai été payé pour ça? J'ai dit, on ne se souvenait pas. Puis je me semble que j'ai reçu une bourse de l'AOF de compagnonnage. Puis on a travaillé pendant quoi? Combien de temps on a travaillé ensemble là-dessus, Stéphanie? 2 ans? Pendant, oui, 2 ans environ, je dirais. Oui. Alors, ça a été long, mais ça a été formidable. Alors, pardon de ton expérience. Stéphanie Corriveau qui vient à Toronto. Vas-y, Stéphanie. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Paul, merci Valérie. Alors, oui. Alors, ça s'est passé il y a 6 ans. Et puis, voilà, j'essaie un peu de me remettre dans le bain, dans l'ambiance. Alors, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si je peux retourner un peu dans le passé, c'est que je ne suis pas vraiment une écrivaine peut-être classique. En fait, c'est facile d'avoir une perception de ce qu'est un écrivain, une écrivaine, mais je ne suis pas le type qui a commencé à écrire de la poésie à 6 ans, a publié son premier livre à 21 ans. C'est pas vraiment ça mon histoire, en fait. Je dirais que j'ai toujours été été attirée par la littérature et je lisais vraiment beaucoup. Et à l'âge de 16 ans, je me souviens, je me suis acheté une voiture et j'étais très, très déterminée à apprendre l'anglais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je suis partie de Québec parce que je suis originaire de Québec. Je suis partie en Colombie-Britannique. Je me suis louée une chambre et j'ai lu Dostoïevski et plein d'autres auteurs pendant 3 mois. Je n'ai pas parlé anglais et je suis revenue chez moi à Québec. Je ne parlais toujours pas anglais. Mais au moins, j'avais beaucoup lu et j'ai appris de façon informelle tout en lisant. Voilà, alors je pense que j'ai appris à écrire en lisant et après, j'ai été inspirée par, je suis muséologiste de formation, alors j'ai été inspirée par beaucoup d'œuvres d'art. Pour moi, le point de départ d'un livre, c'est souvent une œuvre d'art, un tableau que je vois qui m'inspire, une scène qui m'inspire. Alors,
souvent, je commence à écrire comme ça. Et puis, voilà, j'avais commencé à écrire un peu à droite et à gauche. J'étais inspirée un peu par des rêves. Et là, finalement, je me suis retournée vers Paul et je lui ai dit, bon, est-ce que tu veux jeter un peu un coup d'œil à tout ça? Est-ce que ça a l'air d'être intéressant? J'aimerais publier un petit livre. Et puis, voilà, j'ai dit à Paul, écoute, j'ai jamais fait ça auparavant, j'ai jamais vraiment écrit. Et comment est-ce que je commence? Est-ce que tu peux me parler d'une structure? Donne-moi une structure, donne-moi des techniques. Et Paul me dit, il n'y en a pas de structure, il n'y en a pas de technique, tu fais tout ce que tu veux. Ensuite, montre-moi ce que tu as écrit et on va partir de là. Je me suis un peu gratté la tête, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu parles d'un professeur, c'est n'importe quoi comme conférence. Je te taquine pas, mais voilà, j'étais un peu désorientée. Puis là, j'ai dit, bon, ben très bien, alors je vais me prêter au jeu. Je me suis juste un peu jetée comme ça. J'ai écrit ce qui m'inspirait. Et puis, ce que j'ai aimé, en fait, c'est que Paul était un peu comme, si je peux utiliser Rodin comme comparaison, c'est, vous savez, un peu comme l'artiste Rodin disait que l'œuvre d'art est déjà dans la pierre et tout ce qu'on fait, c'est un peu sculpter pour révéler ce qui est déjà là. Mais voilà, Paul a un peu fait ça. Il a regardé ce que j'ai écrit, puis il me disait, ben, peut-être que tu pourrais travailler un peu plus cette direction. Il a vraiment parti à partir de ma voix, c'est-à-dire qu'il a vraiment comme sculpté ma voix, lui a donné comme une certaine forme, une certaine direction. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'il a complètement respecté comme mon authenticité, mon originalité. Il n'a pas essayé de déformer mes propos, quoi que ce soit. Et puis, oui, voilà, alors je pense que périodiquement, je devais lui envoyer des petits bouts comme ça d'écriture, des trucs que j'avais écrits, puis c'était vraiment plus des échanges et des rencontres. Aussi, quand on écrit quelque chose, je pense que c'est difficile d'avoir un regard objectif. Alors, Paul était surtout là pour avoir un regard objectif. Voilà, alors ça m'a beaucoup aidé. Oui, vraiment, je ne serais pas arrivée sans Paul, c'est ça. Je ne sais pas si, Paul, tu veux... Oui. Je pense qu'il y a différentes méthodes. Parce que quand il y a des... Yves pourrait probablement en parler plus tard, s'il connaît un peu les gens qui ont passé par ce programme de compagnonnage. Il y a toutes sortes de styles. Hein? Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va nous dire de faire. Moi, je préfère travailler de l'intérieur de l'œuvre qui m'est présentée. Je pars jamais avec une idée fixe de ce que le livre doit être. Je regarde ce qu'il y a là, puis j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre après toi, ça a duré quelques années aussi. Cette femme-là avait reçu, je le mentionne parce que c'est important, cette femme-là avait reçu une subvention de 5 000 $ du Conseil des arts de l'Ontario pour aller chercher un mentor. Alors, son 5 000 $, c'est moi qui l'ai reçu. Alors, à chaque fois que je la rencontre, c'était le plus payant de ma vie, ça. À chaque fois que je la rencontrais, elle me donnait un chèque de 500 $, c'est extraordinaire. Mais encore là, j'ai fait la même chose. Elle avait commencé avec un petit texte d'un paragraphe, comme ça. Là. Puis j'ai dit, c'est ça, c'est merveilleux ce que tu fais. Fais-en d'autres. Alors, elle a produit plusieurs petits textes, comme ça. Puis on m'a dit, je vais en faire un roman. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, parle de tes petits textes. Mais garde tes petits textes, puis brode autour de ça, agrandis ça. Puis elle a fini par compléter un roman que je trouve assez extraordinaire, finalement. Mais à partir de... Moi, je n'ai pas dit comment écrire, puis Stéphanie va se souvenir, je ne disais jamais comment écrire. D'ailleurs, elle écrivait très bien, elle avait un très beau style. Je n'étais pas là pour lui montrer comment écrire, j'étais là pour... Le regard sur la structure, sur la façon de présenter les choses, développer des... Souvent, dans un premier roman, ce qui manque, c'est étoffer les personnages. Et la plus grosse difficulté chez les jeunes auteurs, c'est les dialogues. Ça prend du temps avant de devenir bon dans l'écriture des dialogues. Alors, travailler sur des choses comme ça, là, puis non, c'est pas comme ça qu'on parle. Je dirais, essaye écoute encore plus ce que la personne va dire. Alors, c'est un peu ça. J'aimerais qu'on revienne aux autres. Hein, encore là, c'est fascinant tout ça, le processus. L'idée aussi de la table ronde, c'est écrire en temps de peste. Alors, moi,
ça ne m'a rien donné, la plaie. Je n'avais pas besoin de plus de temps pour écrire. De fait, ça joue contre moi d'avoir trop de temps. Moi, je travaille beaucoup mieux quand j'ai moins de temps. Alors, si je suis vraiment, vraiment pressé, forcé, coincé, là, j'écris beaucoup. Alors, comment vous autres, vous gérez tout ça, là? Est-ce que ça a été une liberté, vous autres, maintenant, d'avoir tout ce temps libre? Ou est-ce que c'est un peu, vous êtes acculé un peu au mur là-dedans, puis difficile de sortir? On va commencer avec Suzanne. C'est sûr que pour moi, c'est un projet que j'avais déjà mûri. Et quand la crise a commencé, ben, j'avais entamé le projet parce que je l'ai commencé au mois de février de l'année dernière. Donc, quand la crise a commencé, étant donné que c'était un processus avec des entrevues pour commencer, ben, c'est 20 personnes que j'ai mis à l'honneur dans le livre. Et donc, j'ai continué les entrevues au téléphone. Et après la fin des entrevues, j'ai juste continué mon processus, les transcriptions, la rédaction, tout ce qui était recherche. Donc, mon but, c'était de sortir le livre au mois de novembre pour la semaine de l'immigration francophone. Mais malheureusement, avec les aléas, les délais, parce que c'est un projet quand même avec 20 personnes qui sont impliquées, donc on n'a pas toujours le contrôle par rapport à cela. Mais donc, il y a eu un peu de retard par rapport à mon échéancier, mais il est quand même sorti en 2020. Donc, je pense que la pandémie, par rapport au délai d'écriture, était plus en ma faveur. Oui. Puis maintenant que le livre est sorti, est-ce qu'il y a des entraves au niveau de faire circuler le produit? Là? Oui, quand même, parce que du moins, mon public cible, il est pas mal atteint, du moins dans la région de Durham comme tel, c'est les écoles, parce que c'est un livre d'histoire quand même. On est sur l'histoire de la communauté francophone dans la région. Donc, on cible les écoles, on cible les organismes communautaires, on cible tout ce qui est immigration également. Donc, disons que dans la région comme telle, mon public est pas mal touché. Alors, c'est maintenant d'amener le livre à l'extérieur de Durham. Et c'est là où il faut accélérer le processus et puis il faut vraiment aller toucher d'autres personnes. Puis, cette maison d'édition-là, est-ce qu'elle va se spécialiser dans ce type d'écriture ou est-ce que ça va être ouvert à toutes sortes de projets de création? En fait, avec les éditions Terre d'accueil, ben, notre ligne éditoriale principale, c'est tout ce qui touche à l'immigration. Et du coup, on a choisi de ne pas faire de fiction du tout. Alors, on est vraiment dans la non-fiction. On est dans les livres, les biographies, les récits biographiques, comme c'en est un avec le titre « Les ailes de la francophonie ». On est aussi sur des livres comme les livres en développement personnel, croissance personnelle, ou aussi les guides pratiques, donc cuisine, les livres de voyage. On est plus dans ce créneau-là. Donc, on ne fait pas de fiction du tout. Mais par contre, on a un autre type de service qu'on appelle les projets spéciaux. Et comme Yves disait tantôt, en fait, c'est que c'est des personnes qui nous approchent ou des organismes qui veulent mettre sur pied des projets et on les accompagne dans tout le processus, donc du début jusqu'à la fin. Et très souvent, c'est des projets, des personnes qui ont reçu des subventions, mais qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Alors, nous, on offre ce service-là. Et c'est ça. Ça peut être des petits tirages, ça peut être vraiment dédié à un public particulier. Donc, on accompagne le projet du début à la fin et ça fait partie aussi des services qu'on offre. Merci beaucoup. André, je sais que tu as complété un manuscrit, n'est-ce pas? Ton premier manuscrit. Oui. Et tes démarches à date, est-ce que tu étais capable de trouver des réseaux là, où présenter ton livre, rencontrer des auteurs? Tu m'en as parlé à moi dans un courriel. Mais est-ce que tu envisages certaines possibilités de rencontres? Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu difficile, comme je l'ai dit, dans mon domaine parce que je ne suis pas tellement porté à rencontrer des gens qui travaillent dans l'édition ou des gens qui écrivent tout court. Hein. Donc oui, ça m'intéresserait très certainement parce que côté réseautage, j'essaie de travailler beaucoup, mais plus pour la recherche, pas tant pour l'écriture. Donc ce serait effectivement très, très utile d'avoir des gens à qui parler. Hein.
Puis ce serait aussi intéressant d'avoir des gens avec une expérience comparable à la mienne, hein, parce que pour moi, c'est difficile d'écrire dans le sens où j'ai pas beaucoup de temps. Même en 2020, je trouve que je viens de travailler plus qu'avant parce que la recherche on a pris un bon coup, hein, pendant le dernier confinement du printemps 2020. Donc, si j'arrive à écrire 30 à 60 minutes par jour, c'est déjà excellent. Puis je trouve que la régularité en tant que telle est assez précieuse. On a parfois l'impression qu'il faut écrire quand on est sous l'emprise de l'inspiration, ce qui est bien aussi, mais quand est-ce qu'on est vraiment inspiré, hein, dans un mois? Donc, juste cette espèce de régularité, ça aide à s'ancrer, puis aller jusqu'au bout finalement. Donc, c'est un peu ce que j'ai appris à cause des contraintes temporelles qui m'affectent personnellement. Alors, un des moyens souvent de créer des réseaux, il y a les réseautages, les trucs sociaux, là, les réseaux sociaux, mais je ne pense pas que c'est nécessairement une bonne piste, ça. Là. Des salons du livre, par exemple, ça peut être un endroit où puis on parle, avant cette rencontre-ci, je parlais à un auteur, Michel Terrien, qui est un auteur quand même très établi. Puis il m'a dit pendant la rencontre que lors d'un de nos derniers salons, il avait fait une rencontre avec Zachary Richard, puis c'était l'idée de grande amitié à partir de ça. Et puis je crois que sur des endroits, notre salon du livre à Toronto est comme ça, certains salons sont plus intimes, on est capable de vraiment rencontrer des auteurs. À l'époque, il y avait plus de petits salons, des regroupements d'auteurs, mais je pense que ça se fait moins, ça se fait plutôt à travers l'Internet maintenant. C'est pas facile, hein? Donc il y a l'isolement à travers la pandémie, mais aussi l'isolement en soi, qui n'est pas facile de trouver connecté avec des auteurs. Alors, c'est un grand défi. Puis l'association des auteurs peut être très, très, très utile de ce côté-là. Je pense que ça pourrait être un outil primordial pour quelqu'un qui veut trouver une façon de s'immiscer dans le monde littéraire. Oui, parce qu'en fait, on a plusieurs projets, comme je le mentionnais un peu plus tôt, le fait d'avoir d'être présent dans les salons du livre, ça fait en sorte que les auteurs viennent partager en réservant une plage horaire, et puis ça les met en contact avec d'autres auteurs. Et puis, ou encore lorsqu'on présente des soirées de lecture ou des événements de lecture, des événements de rencontre entre auteurs. Actuellement, on a notre projet. En fait, c'est une série de rencontres avec les auteurs qui s'appelle La Croisée des mots, qui est offerte 3 fois par mois en collaboration avec les différentes bibliothèques municipales d'Ottawa, de Hearst et de Sudbury. Ça fait en sorte que les gens sont à même d'assister à des rencontres avec des auteurs où leur processus de création est abordé, et qu'est-ce qui les motive pour écrire, et qu'est-ce qui les inspire. Et en fait, c'est aussi formateur pour quelqu'un qui commence dans le milieu et qui a le goût de poursuivre sur cette voie. Alors, et ça permet d'entrer en contact, évidemment, de façon virtuelle avec d'autres auteurs, mais lorsque c'est fait en présentiel, ben, c'est également très valable pour les auteurs de pouvoir discuter avec les autres. Puis, mais je crois que les salons du livre, quand ils sont en présentiel, c'est vraiment un moment particulier pour les auteurs de pouvoir être ensemble, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger sur leurs défis, sur leurs bons coups, poser des questions et interroger les auteurs qui sont côtoyés dans le cadre des salons du livre, pour en connaître un peu plus, pour pouvoir combler certains manques d'informations que certains et certaines peuvent avoir. J'ajouterais que moi, dans ma vie d'auteur, une des sources les plus importantes a toujours été les rencontres avec d'autres auteurs. J'avais un ami, il est décédé il y a quelques années, c'était un gros trou dans ma vie. Il s'appelait Bob Flanagan, c'est un auteur anglophone, un poète. Puis là, on se rencontrait une fois par semaine, on a fait ça pendant plusieurs années, puis nous ne faisions que jaser littérature. C'est tout ce qui nous intéressait. Notre amitié était presque entièrement fondée sur cet amour pour la littérature. Et j'ai souvent fait partie aussi de petits groupes qui se rencontraient. On formait un groupe de 3-4 auteurs, puis on
on se donnait comme projet, chacun devait écrire un livre à travers nos rencontres. Et on se critiquait l'un l'autre. Puis, alors, si quelqu'un n'était pas capable d'accepter de la critique, il ne pouvait pas faire partie du groupe finalement. Mais on se disait des choses. Il y avait une personne en particulier, elle s'appelle Aurélie Guérache, qui est une très bonne auteure, qui était vraiment dure avec moi. Puis, à chaque fois que je disais quelque chose, je disais, mais Paul, c'est pas créer ton affaire, c'est flou, flou, flou. Viens sur Terre, viens sur Terre. Mais ça ne me choquait pas. Finalement, on est tous arrivés à accepter ça, comme on est là pour s'entraider. Puis on a tous fini par publier des livres à travers ces rencontres. Donc, ces rencontres peuvent être absolument essentielles, je crois. Ben, pour moi, en tout cas, puis pour certains autres auteurs. Binta, tu as dit que tu avais un projet, c'était des livres pour jeunes, n'est-ce pas? Oui, pour enfants, oui. C'est des récits. Ouais, mais tu es rendu où là maintenant? Tu es presque rendu aux illustrations, tu as dit maintenant? Je suis rendu à l'illustration, en effet. Donc, le manuscrit est finalisé, corrigé, relu, et il est entre les mains de l'illustrateur pour lui donner vie. Puis alors, je pense que les conseils qu'il te faut recevoir, justement, beaucoup de gens qui ne payent pas de leurs affaires là-dedans, là, mais qui vont peut-être te donner, non, fais ça ou fais pas ça, fais ça, fais ça. Là. Mais je pense que le grand défi qu'on connaît, moi, je l'ai fait une fois, j'ai fondé une maison d'édition, puis j'ai publié 3000 exemplaires d'un de mes livres. Ça a été un désastre total. Hein. Je veux dire, j'étais nul là-dedans. Je suis resté avec 2700 livres. Oh, wow. J'ai tout pilonné ça là, parce que j'étais absolument incapable de faire ce que Yves avait dit tantôt, là, les obstacles, les défis. Là. Ouais. Alors peut-être que tu es vraiment bonne là-dedans, puis tu as peut-être un réseau vraiment fort là-dessus. Là, le problème, c'est pas de publier le livre, de le faire, de le façonner. Là. Le problème vient après. Oui. Et tu ne vas pas rester prise avec je ne sais pas combien de livres. Mais tu es peut-être très bonne là-dedans. Peut-être que tu as des non, mais c'est vrai que j'ai pas mal de petites idées parce que c'est la littérature jeunesse. Donc, ce serait d'approcher, pareil, des écoles, d'approcher les médias, d'approcher, après, bien sûr, il y a le réseau, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, ça va être beaucoup à travers ces médias-là. Les réseaux sociaux aident beaucoup, surtout pour la littérature pour enfants. Faut servir des groupes où les mamans, parce que c'est beaucoup les mamans qui sont sur les réseaux, ouais. Où les mamans échangent, où les mamans recherchent. Il y a une énorme demande et après, il faut savoir mettre le doigt dessus et trouver les bonnes personnes justement pour en discuter, pour avoir des revues. Pour parfois envoyer le livre à des personnes qui ont des milliers de personnes qui les suivent et essayer de voir comment ces personnes-là peuvent parler du livre et échanger sur le livre. Donc, il y a pas mal d'opportunités, si je puis dire, qui se présentent, mais après, il va falloir les saisir et travailler fort pour ça. Donc, c'est toi-même qui aura à faire établir tous ces réseaux toi-même, contacter les parents, les écoles, distribuer le livre. Oui, c'est vrai que toute l'information qui a été partagée depuis qu'on a commencé est vraiment importante et primordiale. Yves nous faisait savoir et nous donnait pas mal d'informations sur les différentes façons d'éditer, en tout cas de publier le livre. Cependant, il y a une réalité à laquelle on peut pas, qu'on peut pas dénier, c'est que les maisons d'édition ne publient pas tous les livres. Donc, on ne peut pas écrire un livre et s'assurer que son livre va être pris par la maison d'édition, accepté, ou même s'il l'accepte, est-ce que ça va être une tête de train ou pas du tout, ou est-ce que ça va être un livre dans lequel ils vont miser ou pas. Donc, il y a cette première réalité. Donc, c'est sûr qu'on est quand même obligé, si on veut voir son livre sortir, de prendre les devants et de commencer à rechercher, de commencer à voir comment on peut distribuer son livre ou trouver une stratégie de publication et de communication qui nous aiderait à faire connaître notre livre. Oui, c'est très beau. Vas-y. Une autre chose qui n'est pas à négliger aussi comme auteur, lorsqu'on publie dans une maison d'édition reconnue, c'est que une fois que notre manuscrit, oui, je le conçois que c'est de faire accepter notre manuscrit par la maison d'édition qui est l'étape la plus difficile.
Mais une fois cette étape-là franchie, ça permet à l'auteur, par la suite, de recevoir ou en fait, de demander d'être admissible à des bourses d'écriture avec les différents conseils d'administration, conseil des arts, c'est-à-dire. Je viens de sortir d'une réunion de conseil d'administration, c'est pour ça. Et oui, alors, on devient admissible aux différents programmes de bourse des conseils des arts. Alors que si on publie à compte d'auteur ou si on fait de l'autopublication, on est mis de côté. De même, pour les maisons d'édition, et je pense peut-être que Suzanne pourra en dire un mot là-dessus, pour se faire admettre comme maison d'édition reconnue par les conseils des arts également, pour recevoir des subsides pour pouvoir nous aider à faire la publication. Il y a certains critères qui doivent être respectés. Je crois qu'il y a des critères de temps, mais il y a aussi des critères de pourcentage de publication faite, c'est-à-dire qu'une nouvelle maison d'édition ne peut pas publier plus qu'un certain pourcentage de livres de sa direction ou de son conseil d'administration. Oui. Après quoi, il faut qu'elle publie des livres qui viennent de d'autres auteurs, un certain pourcentage. Et il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères. Je suis rendue là, c'est ça. Déjà, il y a le délai du fameux 2 ans. Je pense que ça s'applique à pas mal. La plupart des organismes pour être bénéficiaires de quelques subventions que ce soit. Alors, maintenant, quand on rentre dans les bailleurs de fonds comme le Conseil des arts ou le Fonds du livre du Canada, ben, il y a d'autres critères encore à respecter. Il y a déjà les genres littéraires. Ce n'est pas tous les genres littéraires qui sont admissibles. Il faut un certain pourcentage d'auteurs, de publications, de nombre d'exemplaires de livres vendus. Alors, c'est pour ça qu'à côté, on a des projets spéciaux justement pour nous permettre de sortir un peu la tête de l'eau. Et pour revenir un peu à ce que Paul disait aussi, est-ce que Yves, tu as partagé, au-delà d'avoir une maison d'édition, de publier, moi, je pense aussi que c'est très important d'avoir les fondamentaux. Alors, quand je dis fondamentaux, c'est que moi, par exemple, j'ai suivi le programme le DESS en édition à l'Université de Sherbrooke. Alors, ça, c'est quand même une base non négligeable là, qui me permet quand même de me positionner de façon beaucoup plus sereine sur le marché. Et grâce au programme aussi, ben, ça crée déjà un premier réseau. Et veut ou pas aussi, ben, les anciens enseignants ou notamment moi dans mon cas, dans le programme, on a droit à des stages en entreprise. Alors, la dame chez qui j'ai fait mon stage, Isabelle Quentin, qui est une éditrice au Québec, ben, c'est des personnes qui peuvent nous servir de mentors aussi pour la suite. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans depuis le début de ma carrière d'éditrice comme telle. Donc, c'est des choses aussi qui peuvent aider. Voilà. Je vais donner la parole à Stéphanie parce que souvent, le livre le plus facile à écrire, c'est son premier. Parce qu'il y a tout l'élan, il y a tout ce qui nous amène là, il y a l'énergie, on a tellement... Le plus difficile à écrire, c'est le deuxième livre. Souvent, pour beaucoup d'auteurs. J'avais même parlé à DLP, il a remporté le prix du général pour son premier DLP, qui était un auteur qui travaillait dans le nord de l'Ontario et qui écrit des séries de télévision, là, on appelle ça des téléséries, il y a des romans, de la poésie. Il avait écrit son premier roman, puis il avait remporté le prix du gouverneur général. Après ça, il n'a pas été capable d'écrire pendant 2 ans après parce qu'il avait connu tellement de succès avec son premier livre qu'il était plus capable, il était bloqué, il était figé. Alors ça, il a pris beaucoup de temps avant de reprendre le courage. Oui, et je demandais à Stéphanie, alors tout ton premier livre a sorti chez l'Interligne, une très très belle maison d'édition. Est-ce que tu étais bien entouré par la suite? Les échos étaient bons? Tu étais content du travail de ta maison d'édition pour promouvoir ton livre? Alors, oui, j'étais contente. Au tout début, j'ai eu une entrevue à une émission qui s'appelle « Plus on est de fous, plus on lit », voilà, à Radio-Canada. Et puis, voilà, il y a une certaine couverture médiatique. On a fait
un lancement à l'époque à la librairie Mosaïque. Mon livre s'est retrouvé un peu partout. Il est même disponible à la bibliothèque de référence de Toronto. Je pense que la maison d'édition a fait un bon boulot. Après, c'est à nous, je pense, en tant qu'écrivain, d'entretenir la flamme. Et puis, pour moi, c'est difficile, effectivement, d'écrire un deuxième roman. C'est difficile de maintenir le lien avec la maison d'édition. Je pense qu'on a maintenu le contact de temps à autre. Donc, la maison d'édition me proposait, par exemple, de faire un livre audio avec mon livre. Et ils n'ont pas eu la subvention, finalement, pour mon cas particulier. Je sais qu'ils ont fait des livres audio avec d'autres livres, mais enfin, le mien a pas été transformé en livre audio. Et puis, on n'a pas vraiment eu d'autres discussions par rapport à ça. Alors, je pense que la dernière fois que j'ai parlé aux éditions L'Interligne, c'était il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et puis, en même temps, il n'y a pas de raison pour eux de me recontacter parce qu'ils continuent de, je pense, juste distribuer mon livre, mais j'ai rien soumis d'autre, je ne leur ai pas soumis d'autres manuscrits. Alors, j'ai l'impression que le lien est un peu en train de s'effacer, de mourir de sa belle-mère. Et puis, j'ai l'impression que c'est moi qui ai un rôle à jouer maintenant. C'est fort intéressant, en fait, parce que je travaille actuellement au ministère de la Santé. Alors, la première chose qu'on me dit au tout début de ce nouveau boulot, c'était « Ah, mais tu es écrivaine, c'est fantastique. On t'engage pour cette raison parce qu'on a besoin d'écrivains. » Alors, moi, je suis tombée des nues parce que des fois, je pense à ça et je me dis « Ah oui, quand même, écrire un livre, ça prend beaucoup de temps. » Des fois, on peut se dire, oui, il y a quand même des choses plus pratiques qu'on peut faire dans la vie plutôt que d'écrire un livre. Et surtout que je suis un peu comme Paul, je veux dire, mon écriture, tantôt Paul, tu disais qu'une amie à toi te critiquait de ne pas avoir suffisamment les pieds sur terre. Ben, moi, je suis comme ça quand j'écris, c'est des fictions, c'est pas forcément pratico-pratique. Alors, de me faire dire comme ça, ben, on a besoin de gens comme toi qui ont publié des livres et puis ça m'a beaucoup inspirée. En fait, je pense que voilà, les écrivains ont quand même une vision à apporter au monde. Je pense que j'ai un rôle à jouer dans cette pandémie parce que voilà, mon rôle actuellement, c'est de consulter, de donner, de faire des séances de consultation par rapport à cette pandémie. Et je dois dire que je suis très, très inspirée moi-même par la pandémie pour écrire. Alors, si jamais j'ai un nouveau deuxième roman qui sort, ça va être vraiment inspiré par cette pandémie. Les gens ont besoin de direction, les gens éprouvent énormément d'anxiété, c'est fascinant. Alors, c'est pas facile d'écrire de la narration, mais je pense qu'avec mon expérience actuelle, je suis sur la bonne voie. Alors, si je veux m'y remettre pour un deuxième roman, c'est maintenant ou jamais, je pense. Malheureusement, le temps avance. On va boucler plus ou moins. Mais Paul, oui. Paul, je m'excuse, il y a des questions qui sont arrivées de YouTube et deux questions qui sont liées. Une question d'abord pour Yves. Est-ce que c'est plus facile de publier en anglais en Ontario en tant que jeune auteur? Et puis, la question aussi pour André, qui peut être liée à cette question, pourquoi il écrit plutôt en français quand on est en Ontario? S'il est bilingue, pourquoi il n'écrit pas en anglais? Donc, c'est lié. Est-ce que c'est plus facile de publier le premier livre en anglais ou en français ou pareil? Ben, écoutez, je vais être honnête. J'ai très peu de contact avec le milieu de l'édition anglophone et en Ontario. La seule chose que je peux présumer, c'est que du fait qu'il doit y avoir plus de maisons d'édition, alors ça fait déjà plus de joueurs auxquels on peut présenter son manuscrit. Mais j'imagine que les critères de sélection sont sensiblement les mêmes que pour les maisons d'édition francophones. Alors, il en va de la qualité de l'œuvre, du manuscrit, pour qu'il soit accepté par les maisons d'édition.
Maintenant, évidemment, le marché est sans doute, mais peut-être plus compétitif du côté anglophone, justement parce qu'il y a plus de maisons d'édition. Donc, et il faut comprendre aussi que les maisons d'édition ne publient pas tous les genres littéraires non plus. Certaines maisons d'édition se spécialisent dans certains genres littéraires. Donc, mais le fait qu'il y a plus de maisons d'édition, probablement en anglais, en Ontario, ben ça élargit l'éventail de possibilités. Donc, peut-être oui, mais je ne sais pas, j'ai pas de certitude à cet effet-là. Oui, alors, je dirais que c'est vraiment par choix personnel. Pour moi, la langue, ce n'est pas qu'un moyen d'expression, c'est une culture, c'est une maison qu'on habite, façon de parler. Et je trouve que ma façon de penser s'allie mieux à l'expression française que l'expression anglaise. C'est aussi une façon de, je pense, diversifier la littérature mondiale, parce qu'on ne veut pas d'une littérature qui soit monotone et qui consiste seulement en une poignée de langues. On sait que beaucoup de langues disparaissent. Donc, je pense que c'est important pour les gens qui parlent d'autres langues que l'anglais de s'exprimer dans ces langues-là, s'ils les maîtrisent, des langues qui leur correspondent, qui se rattachent davantage à leur racine. Moi, j'ai été éduqué en français et en roumain. J'ai lu la plupart des classiques français, puis je me rattache à la grande tradition littéraire française, plus qu'à la grande tradition littéraire anglo-saxonne. Donc, c'est ça la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Valérie? Non, ça va. Alors, on pourrait continuer, c'est fascinant. Vous écoutez, là, il y a une grande variété, une grande portée dans ce que vous êtes en train de nous révéler, de nous dire. Ça sera pour une autre fois, quand vous serez rendu plus loin dans votre carrière, peut-être on se reprendra. Je tiens à remercier tout le monde, Suzanne, André, Binta, Yves et Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir participé. Et à la prochaine. Oui. Avant de terminer, j'invite tous ceux et celles qui sont à l'écoute, qui sont intéressés par la littérature ou qui seraient intéressés d'en connaître davantage sur le processus ou sur l'association. Je vous invite à aller dans notre site internet www.aaof.ca. Il y a un onglet en page d'accueil expressément fait pour les gens qui veulent devenir auteurs. Alors, vous trouverez de l'information. Et si vous n'avez pas tout ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous appeler, ça nous fera plaisir de vous renseigner. Merci à tout le monde aussi. Et je profite pour inviter nos jeunes auteurs, les trois, parce que Stéphanie, peut-être que Stéphanie, elle écrit aussi en ce moment, mais les jeunes auteurs, je vous invite à la prochaine édition du Salon du Livre Toronto. Peut-être qu'on espère que ça va être en présentiel. Quoi qu'il en soit, que vous présentez votre livre ou que vous êtes toujours en processus de création ou de recherche d'une maison d'édition. Donc, on vous invite tous au prochain Salon du Livre Toronto et si le livre est publié, on va organiser peut-être une table ronde pour parler de ces livres-là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ce sera en personne cette fois-là. On espère bien. Oui. Okay, merci encore et à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut. Bonne soirée.